entendre le podcast Les Vendredis de la transition écologique. Des témoignages d'élus locaux sur la manière dont les municipalités s'investissent pour faire progresser la transition écologique sur leur territoire. Proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, dans le cadre d'un projet soutenu par la DREAL Grand Est. Pour que notre planète continue à être vivable, il nous faut relever le défi de la transition écologique, en repensant nos modes de production, de consommation et plus largement notre façon de vivre. Parce qu'ils sont proches des habitants et qu'ils disposent de nombreux moyens d'action, les élus locaux en sont des acteurs incontournables. Pour Citoyens et Territoires, je suis allée à la rencontre de maires et de conseillers municipaux qui portent la transition écologique dans leur commune. Je leur ai demandé de m'expliquer leur conception de la transition, de me raconter par quoi ils ont commencé, quelles actions ils ont mises en place et aussi comment ils ont associé les autres acteurs de la commune, notamment les habitants. Vous avez rendez-vous aujourd'hui avec François-Pierre Avril, maire de Vaux-Montreuil, une petite commune ardennaise de 108 habitants qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Charleville-Mézières, dans la communauté de communes des Crêtes Préardennaises. Bien, bonjour, je m'appelle François-Pierre Avril, je suis maire de Vaux-Montreuil, une petite commune de 105 habitants sur les Crêtes Préardennaises. C'est mon troisième mandat. Et je suis élu dans la commune depuis 1980. La commune de Vaux-Montreuil est toute petite, 90 habitants dans le village et 15 habitants à l'extérieur dans un hameau, plus une ferme isolée. Alors, je suis délégué communal à la communauté de communes des Crêtes Préardennaises et je fais partie d'un certain nombre de commissions, commission d'environnement, commission leader, dans les groupes de travail de la communauté de communes. Et ça depuis le dernier mandat. Depuis 1980, étant élu de la commune de Vaux-Montreuil, avec mes différents collègues conseillers municipaux, on a pris conscience que notre petite commune sans revenus, puisqu'on n'a ni forêt, ni usine, ni taxes exceptionnelles, n'avait qu'une richesse, c'était son village, c'était son paysage, c'était ses habitations. Donc depuis 1981, petit à petit, on travaille pour préserver notre environnement, pour qu'il soit le plus agréable possible. Les gens qui viennent habiter à Vaux-Montreuil viennent, je vais dire, pour le village, ils viennent pour le plaisir. Donc il faut continuer à leur donner ce plaisir-là. Et c'est le travail des différents conseils municipaux qui sont succédés depuis 1980. La transition chez nous, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, depuis toujours. Alors c'est simple, préserver nos acquis, préserver notre patrimoine, préserver nos paysages, nos rivières. On a la chance d'avoir 2 rivières qui traversent le village. On a des zones boisées, on a des zones humides, on a une ZIEF avec le passage de nombreux oiseaux, par exemple la cigogne noire. Et tout ça, c'est notre patrimoine, c'est notre richesse. Donc l'engagement de la commune, je parle plus de l'ensemble des habitants, est très marqué pour garder les caractéristiques de notre village et tous nos biens de patrimoine écologique, biodiversité, etc. Une particularité, notre village est construit dans un fond de vallée et pratiquement toutes les maisons sont séparées par ce qu'on appelle aujourd'hui des dents creuses. Il n'y a pratiquement pas de maison mitoyenne. Donc chacun a sa propriété avec un terrain autour. Il y a tout autour du village, il y a une ceinture verte qui est constituée de jardins et de vergers. Le cœur du village est le moins possible bétonné. On n'a pas de trottoir, on n'a que des bordures en herbe et on y est beaucoup attaché. On ne veut pas de trottoir. Il y a eu quelques trottoirs par obligation, mais on en veut le moins possible. Tous les espaces verts sont en herbe, on parlera tout à l'heure du cimetière ou des terrains de loisirs. Ça fait partie de notre patrimoine et on tient à le garder comme ça. Donc pour nous, la transition, c'est des petites choses tous les jours, la préservation de notre lieu de vie et tout le monde y est très attaché. La commune a acquis un corps de ferme. Il y a une grande toiture qui est orientée plein sud et on est en réflexion avec la communauté de communes et la centrale villageoise numéro 2
pour y installer des panneaux solaires dès que le toit sera restauré. Ça devient un automatisme. On ne gaspille pas, on n'a pas les moyens de gaspiller, donc on ne gaspille pas. Et quand on fait quelque chose, on essaye que ça soit à la fois utile pour les gens de la commune, mais aussi les voisins. On est dans un milieu où on a 3 petites communes autour de nous, qui sont à peu près de même dimension. Et il faut absolument qu'on ait une entraide. On l'a d'ailleurs, on a de très bons liens avec nos voisins. Les associations sont intercommunales et tous nos efforts vont dans le sens de l'interaction pour donner aux habitants le plaisir de vivre dans notre secteur. Nous, on appelle ça les vallées, ces 3 petits villages qui sont côte à côte sur le secteur de Vaux-Montreuil. Le conseil municipal et les conseils municipaux précédents sont engagés historiquement dans la préservation, comme je le disais tout à l'heure, de notre village et très attentifs à la transition. On travaille par commission, il y a un groupe de travaux sur les espaces verts, un groupe de travaux sur les constructions, sur la voirie, et chacun agit dans le même sens, dans la même orientation. Je prends l'exemple des espaces verts, on n'a pas d'ouvriers communaux, on n'a pas les moyens de s'en payer, on a fait appel à une association d'insertion encadrée par 2 conseillers municipaux. Et les règles sont strictes, les périodes de tonte, les zones de tonte sont à respecter. Et depuis que je suis maire, personne n'a vu entrer dans la commune le moindre litre de désherbant ni de fongicide. Rien, tout se fait de façon mécanique, les tondeuses à gazon, on met tous nos déchets au compost et on n'utilise aucun intrant extérieur. Mais ça se fait naturellement parce que les gens le font chez eux. Tout le monde ici a acquis un composteur et tout ça, c'est un circuit vertueux et ça se passe très bien. Alors le conseil municipal est très attentif à l'état de la rivière. Si on trouve des déchets, tout de suite je suis prévenu parce qu'il y a un sac poubelle qui traîne. Tout de suite on va à la déchetterie. Sur la rivière, c'est exactement la même chose. Quand il y a des problèmes d'envasement, par exemple, suite à des gros orages, tout le monde intervient et on fait venir une entreprise pour nettoyer la partie qui a été bouchée. Mais ça se fait spontanément. Chacun est vigilant dans son secteur, à la propreté de la commune et éviter toute pollution qui pourrait nous arriver. Au niveau des espaces verts, on a changé notre façon d'agir. Il y a de ça une dizaine d'années, on était de gros consommateurs de plantes annuelles à tel point qu'un producteur local venait nous livrer par petits camions des palettes de plantes annuelles. Et on faisait des plants avec des massifs de fleurs dans le village. Alors après, il fallait les entretenir et de toute façon, à la fin de la saison, on arrachait tout et on mettait tout au compost. On a changé notre fusil d'épaule et aujourd'hui, on a implanté un grand maximum de plantes pluriannuelles, perpétuelles, d'arbustes à fleurs. Cette année, c'est moi qui ai fait uniquement les plantations sur la rambarde de la mairie pour avoir un petit peu de fleurs sur la façade de la mairie, mais c'est 6 jardinières de géranium. Alors, ça se passe bien. L'entretien se fait par les riverains des arbustes ou des rosiers, ou voilà, la taille se fait spontanément. Et une petite anecdote, depuis plusieurs années, à chaque cérémonie, 8 mai, 14 juillet, 11 novembre, on avait traditionnellement l'habitude de déposer une gerbe. Et on a changé notre façon d'agir. Au lieu de déposer une gerbe qui le soir même ou quelques jours après était ou gelée ou brûlée par le soleil, devait être enlevée, on achète un beau plant. Alors un beau plant, une année ça peut être un rosier pleureur sur tige. L'année suivante ça a été un saule crevette, ça a été des gros hortensias. On les fait décorer par le pépiniériste avec des rubans tricolores. On les dépose devant le monument aux morts, ce qui est un symbole de reconnaissance à nos anciens. Et quelques jours après, on décide de les implanter dans la commune. Donc les habitants, au moment du discours, moi je l'explique, et je leur dis cette année, le saule crevette, il va aller au hameau du Pas, compléter les arbustes qu'on vient d'implanter à côté du lavoir. Je trouve que c'est utile, on ne gaspille plus, et les gens voient d'année en année le peuplement du village s'agrandir de nouveaux végétaux. C'est une façon de gérer de façon durable la végétation dans notre commune. Les premières actions d'entretien, d'embellissement du village
réfléchi dans une démarche de respect, de transition. C'est venu après les années 90 quand on a eu le remembrement. À cette époque-là, il n'y a plus d'animaux qui ont traversé le village. On avait 5 fermes dans le village et tous les soirs, 5 troupeaux de vaches qui traversaient le village. Alors, il n'était pas question d'avoir de fleurs. C'était la chasse aux flattes de vaches sur les bas-côtés tous les jours. Un beau jour, ça s'est terminé. Le remembrement était fait, accès direct dans les champs. Et on s'est trouvé avec un village qui avait besoin d'un rafraîchissement. Chacun s'est mis dans son secteur à nettoyer et ça s'est fait de façon spontanée. Alors la commune a donné un coup de main. À l'époque, on avait encore des agriculteurs avec des tracteurs. Et on a fait des samedis de corvée pour commencer à nettoyer, à ramener de la terre à certains endroits, à faire un petit peu d'aménagement. Et ça s'est fait comme ça. C'était le fleurissement dans les années 90, à peu près. L'action la plus importante au niveau de la transition, elle s'est faite au début de ce mandat-ci, en 2021. Le remembrement avait fait que notre village était encerclé de terres agricoles. Avant le remembrement, comme partout, il y avait énormément de haies, d'arbres, de mares. Tout ça a été supprimé en quelques années. Et on s'est rendu compte que quand on voit les photos aériennes, on voit les photos aériennes à 2 époques, on se rend compte qu'une parcelle qui fait maintenant 35 hectares était dans le temps 15 petits morceaux dans tous les sens avec des mélanges de terre, de vergers. Donc appauvrissement de la biodiversité autour du village. Donc en 2021, sur les conseils de la communauté de communes et sur l'exemple de la commune de Poitéron, qui avait déjà fait cette démarche-là, nous avons souhaité engager une démarche trame verte et bleue. Alors, la trame verte et bleue sur la commune de Vaux-Montreuil toute seule n'avait pas beaucoup de sens parce qu'on est très lié géographiquement avec nos voisins de Vignicourt et du Chénois. Donc, on a réuni les 3 municipalités, les 3 maires, et on s'est accordé pour lancer une opération, l'opération Les 3 Vallées, pas l'opération de Vaux-Montreuil, mais l'opération des 3 communes. Donc on s'est engagé en 2021 et toute la démarche a été faite, accompagnée par l'association Le Renard, le réseau des naturalistes ardennais, qui nous ont accompagnés et assistés également par les techniciens de la Chambre d'agriculture quand on a parlé d'hydraulique. Alors l'objectif était de relier les zones forestières éloignées du village entre elles, de recréer des zones végétalisées, des bandes enherbées, des haies, et de recréer des mares. Tout en ayant comme objectif que ces travaux-là, entre autres de haies, devaient être organisés de façon à limiter, si possible, les écoulements d'eau et de boue. On est une commune qui subit à chaque orage des grosses arrivées d'eau. J'ai signé le 12 juillet dernier ma 8e demande de catastrophe naturelle. Elle a été obtenue facilement parce que à chaque fois qu'on a un gros coup d'eau, l'eau arrive dans le village. Donc l'objectif, c'était de dire on fait des haies pour refaire les liens entre les différentes zones, pour faciliter le transfert de la biodiversité et la multiplication de la biodiversité. Par contre, on essaye de les mettre dans le bon sens et en profiter pour limiter les coulées de boue. C'est ce qui a été fait et c'est ce qui est en partie réussi parce qu'on a eu le 12 juillet dernier un gros coup d'eau. On a eu 70 mm en 2 heures. Cette eau-là est arrivée dans le village, mais pas la boue. L'agriculteur qui est propriétaire du terrain sur lequel on avait implanté les haies, et les haies, elles ont 18 mois seulement, avec une bande enherbée de 8 ou 10 mètres, a appelé tout de suite en disant « faut venir voir ». La boue, elle est restée dans mon champ. On a eu de l'eau trouble qui arrivait dans le village, mais les fois précédentes, les pompiers étaient obligés de venir avec des lances pour laver les rues, et les agriculteurs chargeaient la boue avec les Manitou ou les godets de tracteur. Là, on n'a pas eu ça, on n'a eu que l'eau. Bon, c'est déjà désagréable, mais on n'a pas eu la boue. L'objectif est, à mon avis, en partie atteint. Et dans les années à venir, ça va encore s'améliorer, parce que le tissu végétal va se densifier. On n'est qu'à 18 mois de création. Mais c'est quand même extrêmement positif. Le point positif dans la trame verte et bleue, c'est qu'on avait un a priori avant de commencer la démarche en se disant peut-être que les agriculteurs ne joueront pas le jeu. Et là, on a été très agréablement surpris. Spontanément, les agriculteurs, au moins 2, qui sont dans les zones les plus
les plus délicates. Il y a 66 hectares de bassins versants qui arrivent directement dans le village et le propriétaire est venu nous voir, a rencontré l'association Le Renard et a dit, moi, vous me tracez ce que vous voulez, comme vous voulez, et on fera ce qu'il faut au maximum pour que l'eau soit, enfin, qu'il y ait un lien entre les différents secteurs, mais que l'eau soit retenue. Et ça s'est fait, et ça s'est très bien fait. Il a découpé sa parcelle en 3 morceaux, et le résultat est très, très, très positif. Ça, c'est la première étape, pour moi, la plus importante dans tout ce qui est transition. Sur notre secteur, nous sommes en tête de bassin versant côté Seine-Normandie. La ligne de partage des eaux est à vol d'oiseau à 5 km de la commune de Vaux-Montreuil. Sur notre village, il y a 2 vallées, qui sont les vallées de 2 petites rivières qui partent de l'autoroute, puisque c'est la ligne de partage des eaux, et qui descendent jusque dans l'Aisne, à Givry, à 15 km plus bas. Alors, sur la communauté de communes, il y a 17 rivières. Et dans le cadre de la GEMAPI, 5 ont été choisis pour être particulièrement surveillés, particulièrement protégés, dont la rivière Le Foivre de Vaux-Montreuil. Alors, des premières actions ont été mises en place avec, entre autres, la Chambre d'agriculture. Une première étape, ça va être, c'est imminent, un enlèvement des embâcles, les arbres morts, les arbres qui sont tombés à la tempête, qui bouchent le lit de la rivière. À certains endroits qui ont déjà été identifiés, le désenvasement, pour redonner un petit peu de vitesse à la rivière et rapporter du gravier. Un troisième élément sur la commune de Vaux-Montreuil, je pense qu'il y en aura au moins 2 passes à poissons. Il y a eu des chutes d'eau qui ont été artificielles, qui ont été créées au cours des années, entre autres une pour alimenter un lavoir, et qui sont un frein au déplacement des poissons, entre autres les truites. Donc là, il a été prévu une succession de petits bassins qui compensent la chute d'eau, qui permettront aux poissons de remonter. Et le point qui est, lui, très avancé, le matériel est déjà commandé et va arriver, c'est des équipements qui vont être proposés aux agriculteurs pour créer dans chaque pâture traversée par la rivière des points d'abreuvement qui resteront propres. C'est un système de barrière qui est implanté de la berge jusqu'au milieu du lit de la rivière, dans lequel on met un lit de cailloux et une plateforme en pierre. Donc l'animal va descendre dans la rivière, non pas dans la boue, mais sur le lit de gravier, sur le lit de pierre, va pouvoir s'abreuver d'eau propre et on évitera toutes les zones boueuses et sales qu'on trouve maintenant aujourd'hui le long de la rivière. Donc ça y est, c'est en cours. Les agriculteurs sont d'accord, les points sont déterminés. Le matériel a été commandé par la communauté de communes. Normalement, cet automne, on commence les premiers travaux et on va voir arriver les premières barrières de protection des lits de rivière. Les travaux, la trame verte et bleue, il y a eu un diagnostic écologique qui a été réalisé sur les 3 communes et un certain nombre d'animaux particuliers ont été recensés, entre autres la cigogne noire. On a la chance depuis toujours d'accueillir sur les zones humides qui sont au nord du village, c'est une succession d'étangs, de marais, et traversée par une rivière et puis un petit ruisseau, des cigognes noires. Alors les cigognes noires, elles viennent chez nous pour se nourrir et elles vont nidifier dans la forêt voisine, plutôt en remontant sur la commune d'Agnicourt. Ces déplacements-là sont suivis par l'association Le Renard, et depuis la trame verte et bleue, Le Renard a mis en place un système de communication téléphone avec les habitants du village et des villages voisins. Et dès qu'il y a une cigogne noire qui est repérée, elle est signalée à un point central en déterminant la parcelle, la date, l'heure, etc. Et des pièges photographiques ont été mis en place, entre autres le long de la rivière et le long d'un étang à côté du hameau du Pas, pour filmer, repérer et voir si on a affaire à des animaux bagués ou pas, et voir l'évolution du groupe de cigognes noires sur notre territoire. Les habitants, ils sont très sensibles. On a fait des animations avec l'association Le Renard sur les animaux. Les gens qui passent en voiture et qui aperçoivent une cigogne noire dans un champ, avant se demandaient ce que c'était et n'y étaient pas intéressés. Mais aujourd'hui, téléphone au renard en disant « j'ai vu la cigogne noire à tel endroit, à telle heure ».
sensibilisation réussie. Après les dernières élections, à la demande de quelques habitants, on a créé un jardin partagé. Alors, je vais dire simplement, on s'y est mal pris. La commune a acheté des anciens jardins qui étaient à l'abandon, à l'entrée du village, qui étaient redevenus en friche. Tout le monde a remonté les manches et en quelques week-ends, on en a fait un terrain très propre. On l'a fait déjà labourer par un agriculteur pour arracher les dernières souches, les racines, et on a terminé par un coup de fraise pour donner un aspect très propre, très plat à la parcelle. Alors on a commis là-dedans 2 erreurs. La première erreur, c'est on n'a pas précisé ce que c'était qu'un jardin partagé. Les gens ont compris qu'on partageait en morceaux. C'est-à-dire qu'il suffisait de demander à la commune une petite parcelle dans ce terrain-là et on irait y faire du jardin. En plus, c'était formidable, le jardin était travaillé, la terre était noire, ça ne pouvait que marcher. Donc on est parti malheureusement dans ce sens-là. On s'est même rendu compte que certains avaient pris une parcelle et la sous-traitaient à un autre. Donc la notion de partage, la notion d'échange n'existait plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième erreur, c'est qu'on a cru que tout ça allait s'organiser de façon naturelle. En fait, il n'y a pas de structure autour du jardin partagé. Et rapidement, on s'est rendu compte que les gens ne communiquaient pas entre eux, les jardiniers ne communiquaient pas entre eux, il y avait un certain nombre de tensions, de jalousies. Et on a terminé tout ça par une réunion un petit peu brutale où le projet de jardin partagé a été pratiquement abandonné. Alors, c'est décevant parce que quelque chose qui avait démarré très fort, très vite, s'est écroulé en quelques mois et je pense que c'est notre faute nous d'élus. On n'a pas présenté ce que c'était qu'un jardin partagé et pourquoi c'était fait et le lien social qu'on pouvait y trouver. Alors heureusement, il y a quelques semaines, une personne qui avait participé à la réunion mais qui a été choquée de la façon dont s'est passée cette réunion est revenue me voir en me disant c'est pas possible qu'on abandonne le projet de jardin partagé, on a tout ce qu'il faut pour, on a le terrain, on a les moyens, vous avez acheté des outils, il faut absolument qu'on le remette en route. Provoquer une réunion rapidement, on va créer une association, on va se faire aider par des gens qui ont déjà cette expérience-là, entre autres une association qui s'appelle Nature et Avenir, qui agit dans notre région. Et on va remettre en place ce jardin partagé dans l'esprit du jardin partagé. À savoir, on échange des techniques, on échange des savoirs, on échange des plans, on fait des animations autour du greffage, autour des semis, on se partage les fruits de la récolte. Il y a beaucoup de choses à faire sur le partage et sur le lien social. Alors que là, on est revenu, je ne vais pas critiquer l'autre formule des jardins ouvriers, mais on en est revenu à ça. Chacun a sa parcelle et chacun fait son jardin comme il l'entend. Ce n'est pas du tout l'objectif initial. Donc là, on va reprendre ça en main. Dans les semaines qui viennent, avant l'hiver, ça va être fait et on va créer l'association. On a déjà trouvé un nom, c'est le nom du lieu cadastral, ça s'appelle Georginette et c'est un beau nom pour un jardin. À Vaux-Montreuil, dans une rue proche du cœur du village, tranquille, il y avait un corps de ferme qui appartenait à une dame qui s'appelait Pierrette. Et cette Pierrette, c'était la grand-mère du village. Elle a toujours été très 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 gentille avec tout le monde, avec les enfants. Tout le monde s'arrêtait pour discuter avec Pierrette. C'était la mamie du village. Bon, elle était âgée, elle est décédée. Les terres ont été reprises par les neveux et le corps de ferme a été à vendre. Alors ce corps de ferme-là, on le connaissait bien parce qu'elle le mettait à disposition de la commune quand il y avait une brocante, une fête. Il y a 2500 mètres carrés autour de grands bâtiments. On a réfléchi, il y avait à ce moment-là 2 solutions. Il y avait une société immobilière qui voulait le racheter, le découper pour en faire des appartements et louer. Il y avait certainement possibilité d'y héberger au moins 20 ou 25 personnes. 20 ou 25 personnes qui arrivent brutalement dans un village de 90, ça risque de poser quelques problèmes, donc on a souhaité maîtriser.
Donc on a acheté, à l'époque on avait plus facile que maintenant puisqu'on a bénéficié d'un emprunt à moins de 1%. C'est plus la situation aujourd'hui, mais on a pu le faire. On a acheté le corps de ferme. Alors le corps de ferme, c'est un corps de logis, plus des écuries, plus des granges et un terrain tout autour. Alors on a commencé à rénover le corps de logis, rafraîchir la maison de Pierrette, qui était un petit peu vieillotte. On l'a fait, on a refait l'isolation, on a modifié tout ce qui était fenêtres, ouvert des cloisons, on a refait une cuisine et on y héberge, on y loge une famille de 4 personnes qui s'y trouvent très très bien depuis maintenant 1 an et demi. Deuxième étape, alors on a bénéficié de subventions de la part de la région et du département à hauteur de 70% pour refaire le ravalement de la partie corps de logis. Ça y est, c'est fait depuis quelques semaines. L'extérieur, les pierres ont repris une couleur naturelle et normale. Deuxième étape, deuxième tranche, début 2025, on continue le ravalement, mais sur toute la partie corps de ferme, c'est-à-dire les écuries, les granges, les garages à tracteurs. Tout ça va être refait, rejointoyé début 2025. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait du bâtiment ? 2 possibilités. On le sous-loue à un artisan. Ça a été envisagé, il y avait des candidats. Ou on le garde pour la commune. Alors on a opté pour le garder pour la commune. Et on va aménager, on va y créer une salle polyvalente qui va faire en gros 120 mètres carrés. C'est la salle qui sera mise à disposition des associations, des particuliers. Alors, on n'a pas la prétention de la garder pour nous, commune de Vaux-Montreuil. On est beaucoup trop petit. La salle, elle sera ouverte à tous, du village ou pas du village, toutes les associations. On a déjà prévenu nos voisins qui, eux, n'ont pas vraiment de salle adaptée. On sera heureux d'accueillir les associations. En ce moment, par exemple, tous les ans, on organise avec la communauté de communes et l'Office d'animation des crêtes des soirées qui s'appellent Festival des cafés. On fait ça dans notre petite salle communale. Ça ne convient pas. On n'accueille pas les gens dans de bonnes conditions. Je pense que quand on aura notre salle polyvalente prochainement dans la maison de Pierrette, ça sera bien mieux. Et à côté, bien sûr, on va y installer un office cuisine et bloc sanitaire. Derrière, il y a une grange qui, elle aussi, fait 130 mètres carrés. Et elle va servir de stockage pour le matériel de la commune, je pense les barrières de signalisation, etc. Mais surtout, elle va être mise à disposition d'une association intercommunale qui est basée au Chênois-au-Boncourt, à côté, et qui manque de lieux de stockage. Ça, c'est pour la partie construction, la coquille. Maintenant, on a de grandes toitures. Alors, le projet, les toitures, elles sont pour une partie en amiante. Il faut absolument qu'on les remplace par des produits plus sains. Et l'idée, c'est sur le versant sud de couvrir cette partie-là de bacs acier sur lesquels on viendra y mettre des panneaux photovoltaïques. Alors, pour mener cette opération-là à bien, on travaille en collaboration très directe avec la centrale villageoise numéro 2, c'est-à-dire que dans les crêtes, il y a la centrale numéro 1 qui est celle autour de Signy-l'Abbaye, et la centrale numéro 2 qui est celle autour de Poitéron-Attigny, et qui réfléchit actuellement avec nous à la mise en place et au financement de panneaux photovoltaïques. C'est-à-dire que la commune mettra à disposition des mètres carrés de toiture pour y implanter des panneaux photovoltaïques. Voilà. Donc ça, c'est le gros projet des semaines et des mois à venir. Bon, ça mûrit bien, on a des pistes pour les financements. Je pense qu'on peut espérer d'avoir quelques fonds du côté de Leader, on peut espérer avoir de la DETR. Et puis on a surtout la chance dans notre conseil municipal d'avoir au moins un spécialiste de la construction, de la rénovation, qui a déjà rénové des bâtiments anciens et qui est plein d'idées et plein de volontés, et qui s'est engagé dans cette rénovation-là et qui gère l'ensemble du dossier avec les artisans au niveau des devis, au niveau des travaux et au niveau de la législation. Donc ça, c'est la grosse affaire des mois à venir, et je pense que ça a un intérêt pour la commune, mais aussi pour les communes voisines. On a beaucoup de demandes pour recevoir du public. On nous demande sans arrêt notre petite salle pour y faire des fêtes de famille ou des réunions. Voilà. Donc ça, c'est le projet La Maison de Pierrette.
Concernant le cimetière de Vaumontreuil, on a eu des discussions, parfois houleuses, avec des gens qui ne sont pas obligatoirement du village, mais qui ne comprenaient pas comment on pouvait venir dans un cimetière aussi sale, puisqu'il n'était même pas goudronné ni gravillonné. Et là, on a été très clair, on leur a expliqué qu'il y a une partie qui est l'accès au cimetière pour le véhicule mortuaire qui est goudronné, et tout le reste est en herbe, tondu régulièrement, aspiré, et on n'en changera pas. Il n'est pas question pour nous de gravillonner le cimetière, ça fait partie de caractéristiques du cimetière, on ne changera pas, il n'y a pas d'intérêt. La seule chose à laquelle il faut veiller, c'est l'entretien, c'est que les herbes ne soient pas trop hautes et qu'on ne se salisse pas les pieds quand on va sur les tombes, mais on restera sur un cimetière enherbé qui a son cachet particulier. Il y a des vieilles tombes entourées d'herbes, entourées de gazon, hein. Quand c'est bien tondu, c'est très propre. Mais on ne mettra pas de trottoir dans le village, on ne mettra pas de bordure ni bétonnée ni gravillonnée dans le cimetière. Il faut lui laisser son aspect ancien, et il est très bien comme ça. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une visite des villages fleuris, ça fait partie des mentions. Gardez votre cimetière, on voit trop de cimetières qui sont gravillonnés. De temps en temps, on est encore obligé de désherber avec des produits chimiques interdits. Donc nous, c'est exclu. On reste sur notre cimetière en herbe verte. La transition dans un petit village comme le nôtre, elle passe surtout, je pense, par la communication. La communication avec l'ensemble des habitants. Nous, on a des habitants qui sont jeunes, couples avec des enfants qui arrivent. Dès qu'il y a une maison à vendre, elle est vendue dans les 8 jours. Hein. Notre emplacement par rapport à l'autoroute est favorable, donc immédiatement c'est vendu. Bon, il n'y a pas d'intégration difficile, ça se passe généralement très bien. C'est un petit peu à nous, les plus anciens du village, aller vers eux. Alors il y a des opérations, nettoyage du village par exemple, on fait ça au printemps, on fait ça à l'automne. Ça regroupe un petit peu les bonnes volontés, et ces gens-là qui ne connaissent pas encore leurs voisins en profitent pour échanger avec et viennent s'engager sur des travaux en commun. Ça, c'est important. Les associations, c'est un petit peu plus difficile à vivre. Surtout depuis le Covid, ça a cassé des choses. Il y a eu des projets qui ont été abandonnés, des difficultés avec les associations. Bon, nous, on a une association dans le village qui s'appelle La Châtelaine, qui a un petit peu de mal à se relancer. À une époque, elle était très active avec des très belles brocantes animées, avec des spectacles, avec des choses comme ça. Bon, je ne désespère pas que ça se relance. Il faut redynamiser, il faut aller vers les gens. Les gens sont preneurs. Et je pense que quand on aura un lieu comme la maison de Pierrette, hein, qui soit un lieu où on pourra y faire de la musique, on pourrait faire venir des conteurs, on pourrait faire des repas, on pourra faire des animations, ça risque de changer. Hein, ça risque de nous donner un bon coup de fouet. Tout ça, ça dépend aussi beaucoup des gens qui viennent. Heureusement, chez nous, on n'a pas beaucoup de gens qui sont en transit, je veux dire. On a des gens qui viennent acheter des maisons pour un bon bout de temps. Donc, ils ont envie de s'intégrer. Hein. On a une autre particularité, dans notre petit village de 105 habitants, on a 40 places de gîtes. On a 4 gîtes, dont un assez grand de 19 places, et les autres qui est éloigné parce qu'il est dans un moulin à l'extérieur du village, et les autres sont dans le village. Et beaucoup de monde, de ces touristes-là qui viennent passer une semaine chez nous, circulent dans le village. Et rapidement, la conversation s'engage avec les gens du village qui conseillent d'aller voir ça, de faire telle chose, d'aller voir à côté, dans la commune à côté, un point important. C'est des échanges qui sont très 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 riches. Il faut absolument qu'on les maintienne. Alors, dans le cadre de la trame verte et bleue, ont été programmées un certain nombre d'animations. Je vais essayer de me rappeler de toutes, parce qu'il y en a eu 9 ou 10. Alors, ces animations-là, sur le principe, étaient ouvertes à tout le monde. Elles étaient gratuites, ouvertes à tout le monde.
public des trois vallées, mais aussi des gens qui n'étaient pas du secteur des vallées. La transition, ça n'a pas de limite territoriale. Donc on a fait entre autres une journée le matin de greffe d'arbres fruitiers, l'après-midi de taille de rénovation sur des arbres fruitiers anciens. On a fait des animations plus orientées vers les enfants, petite construction de nichoirs, construction d'hôtels à insectes. On a fait des sorties guidées avec des spécialistes du renard pour repérer les oiseaux, écouter les oiseaux, la faune, la flore. On a fait des sorties comme ça. On a fait des sorties nocturnes pour observer, écouter et essayer de recenser les chauves-souris dans le village. Donc on en a trouvé, entre autres dans la maison communale, dans la cave, il y a une colonie de chauves-souris, donc interdit aux locataires de déranger les chauves-souris de la cave communale. On a fait aussi des sorties sur les insectes, hein, entre autres. Sur les insectes, tout le long de la rivière, il y a pas mal d'insectes, libellules, etc. Voilà. Ça, c'est important parce qu'on attire des populations plus jeunes, des enfants, hein, entre autres, qui aiment bien ramener le nichoir à la maison et puis surveiller si la mésange rentre bien dans le nichoir au bon moment. Hein, c'est important. C'est une sensibilisation de tout jeune, c'est important. Donc, dans la trame verte et bleue, on a voulu associer le maximum d'habitants et de randonneurs. On bénéficie sur le territoire de la commune de plusieurs sentiers de randonnée et ils sont très très fréquentés. Alors, on a implanté sur les trois communes, hein, le Vignicourt, le Chesnois et Vaumontreuil, 28 ou 30 panneaux pédagogiques, c'est-à-dire qu'on les a mis sur des lieux d'observation où on risque de voir où l'oiseau ou l'insecte. Donc c'est des grands panneaux en résine montés sur des pieds en bois et qui rappellent si vous voyez un oiseau qui a telle forme et telle taille, ça peut être une cigogne noire, sinon c'est une petite fauvette. Et puis vous avez un arbre ça s'appelle un merisier, puis vous avez un autre arbre, ça s'appelle un mélèze. Tout ça balise les chemins de randonnée. Et on a déjà des retours des gens qui trouvent que c'est très, très positif parce que, là encore, les enfants qui accompagnent les parents peuvent profiter, associer les panneaux à ce qu'ils voient dans leur randonnée. Ça, c'est un bon point. Et c'est un élément qui va rester après la fin de l'opération Trame verte et bleue puisqu'on arrive dans les derniers mois. Pour arriver dans un petit village comme le nôtre, hein, 105 habitants, c'est pas gros, à avoir une vie un peu dynamique, il ne faut pas hésiter à s'engager avec la communauté de communes. Nous, on a une grande chance. On a une communauté de communes, elle a l'air importante, hein, elle est vaste, hein, 94 communes, ça paraît énorme. Par contre, on a une structure très très dynamique, avec des chargés de mission très attachés au territoire, très à l'écoute des élus. Moi, je suis en lien très, très proche avec eux dans différentes actions, différentes commissions. Et à chaque fois, on a une réponse technique, rapide, très, très, très utile. Donc moi, ce que je peux dire à mes confrères, mais ils savent déjà, approchons-nous au maximum de la communauté de communes. On a un outil là qui est excellent pour nos petits villages. Hein, un village comme 100 habitants tout seul, ce que vous voulez qu'il fasse, c'est rien du tout, c'est pas possible. Mais là, on arrive à fédérer des moyens, à fédérer des idées, à mettre en place un dynamisme et aussi un lien entre différents maires. Moi, j'hésite pas à appeler les maires des différentes communes. Notre secrétaire de mairie, elle est à temps partagé avec 4 autres maires et on échange très souvent. Quand on a une question technique, on n'hésite pas à s'appeler parce qu'on se connaît, on se côtoie dans toutes les réunions, dans les commissions, et on sait qu'un tel a eu un projet. Moi, j'ai vu un maire récemment qui avait des projets de panneaux photovoltaïques.
Ben, c'est tout, ça s'est passé très simplement, je l'ai appelé, il m'a donné les adresses, il m'a donné son avis sur les artisans. Si on reste seul dans son coin, dans ses 105 habitants, dans ses 840 hectares, eh ben, on mourra seul dans ces 840 hectares. Hein. Je crois qu'il faut là absolument ouvrir au maximum. Et la communauté de communes, c'est 22 000 habitants. Hein. Mais c'est quand même une entité très ouverte, des liens très très proches. Tout le monde est très abordable et tout le monde est à l'écoute de tout le monde. C'est très important. Pour faire avancer la transition, il faut sensibiliser au maximum la population. Nous avons la chance d'être dans des villages, dans des secteurs très très particuliers, vallonnés, boisés, avec des zones humides, avec des zones forestières intéressantes, avec une faune très 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 riche. Il faut échanger là-dessus, il faut sensibiliser les enfants, il faut sensibiliser les nouveaux arrivés. On a toute une population de gens qui viennent des villes. Ces gens-là, ils n'ont peut-être aucune connaissance de la faune, de la flore, de la rivière. C'est difficile pour eux de découvrir. Il faut les aider à découvrir ça. Et à les sensibiliser au respect de cette richesse-là. C'est la richesse de notre village, c'est cette biodiversité. Et attention, préservons-la, faisons tout ce qu'on peut pour que la transition se passe dans les meilleures conditions possibles. On a souffert il y a quelques années de sécheresse très très brutale, comme on n'avait jamais vu par ici. Et on a vécu l'année dernière une période humide. On ne savait pas si un jour il a arrêté de pleuvoir. Tout ça c'est des éléments à prendre en compte, à respecter. Et la transition ne se fera que dans la réflexion et jamais dans la violence. Il faut y aller tranquillement, analyser, réfléchir et se grouper autour de cet esprit-là de protection de notre patrimoine. Et on n'imposera rien. Hein, vouloir interdire à des agriculteurs de façon brutale de travailler, ça va complètement à l'encontre du projet. Il faut au contraire avoir des concertations et le monde agricole est tout à fait en mesure de comprendre et tout à fait volontaire pour comprendre tous ces problèmes-là de transition. Vous venez d'écouter Les Vendredis de la Transition écologique, un podcast proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, conçu et enregistré par Fabienne Anctil, chargée de mission Transition écologique. Le montage a été réalisé par Marion Guéricola, en charge de la communication. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes des Vendredis de la Transition écologique sur le site internet de l'association www.citoyenterritoire.fr.